Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Trouvé. Bonjour, Madame la députée. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous n'êtes pas issu du monde agricole, mais vous le connaissez très très bien, puisque vous travaillez avec lui en étroite collaboration, puisque vous êtes ingénieur agronome de formation. Alors, on va commencer avec un petit portrait chinois. Ça vous dit? Donc, je vais vous demander très rapidement de répondre à 3 questions. Si vous étiez un animal de la ferme? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des poulets, des vaches. On a eu, lâchez-vous. Oh, un âne, parce que je suis butée. J'adore. Si vous deviez... obstinée. C'est bien, il en faut pour faire de la politique, de l'obstination. Et si vous étiez un aliment fétiche? Un aliment fétiche? Eh bien, une légumineuse. Pourquoi? Je m'expliquerai, parce que c'est la base pour moi de l'agroécologie. La légumineuse remet de l'azote organique dans les sols. Et donc ça permet de se passer davantage d'engrais azotés, chimiques. Et par ailleurs, c'est très bon pour la structure des sols et on en importe beaucoup trop. Donc une lentille alors? Voilà, par exemple une lentille. Par exemple une lentille. Aurélie, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai un podcast, j'ai interviewé plus de 200 agriculteurs partout en France, tout modèle de production, jusqu'à des exploitations qui ont 300 salariés. J'ai l'impression de passer à côté du sujet parce que cet agrobusiness-là, quand je vais dans les exploitations agricoles, aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment de le voir. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme ? Alors, il est là, j'ai écrit un bouquin, mais il y a plusieurs années, qui s'appelle « Le business est dans le pré », justement. D'abord, je pense qu'on a un moment charnière. C'est-à-dire que soit on arrive à maintenir, préserver une agriculture familiale. Genre, la plupart des fermes, vous avez raison, la plupart des fermes, c'est quoi? C'est un agriculteur, une agricultrice, d'ailleurs de plus en plus d'agricultrices, de femmes, avec 0, 1, 2, 3 salariés, mais c'est une structure familiale. Mais se développe un agro-business, c'est-à-dire des grandes structures. Par exemple, vous preniez la tomate, eh ben, il y a un gros groupe néerlandais qui s'est... D'ailleurs, il y a une bataille citoyenne contre ce groupe. 12 hectares, c'est énorme, de tomates sous serre industrielle. Là, c'est un gros groupe néerlandais. Et là, on est vraiment dans la ferme-usine capitaliste, vous voyez. Et ça menace, évidemment. Et peut-être qu'en France, on est à ce moment charnière, sachant qu'il y a des pays qui ont déjà basculé, en fait, notamment aux États-Unis. Et moi, ma première crainte, c'est une agriculture, une alimentation duale. En fait, il resterait une toute petite partie des terres pour de l'agriculture biologique, mais qui serait en fait réservée à des consommateurs qui ont les moyens, en fait. Donc une agriculture testimoniale qui serait là que pour montrer le passé. Est-ce que le reste... Mais surtout pour des consommateurs qui ont les moyens. Dans les moyens, parce qu'il faut quand même... Donc 20% des consommateurs qui peuvent acheter l'origine France. À peu France. près, voilà. Puis 80% avec de plus en plus de l'agro-business et de la malbouffe. On a vraiment le choix. On sait que dans les 20 prochaines années, on va perdre un agriculteur sur 2. À titre personnel, moi j'ai vu des fermes bien mieux tenues à plus de 100, 120 têtes que des fermes à 30 ou 40 têtes où le modèle économique n'est pas rentable et on voit des paysans... Est-ce que la taille est vraiment l'ennemi? C'est ça le problème. Alors, en France, si on se concentre sur la France. Au bout d'un moment, en fait, oui, parce que déjà, on n'est plus dans une agriculture familiale. Et en fait, elle n'est plus transmissible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça coûte tellement cher de le transmettre, de toute façon, que ça ne se transmettra pas dans un cadre familial. Et c'est là que vous basculez dans un cadre capitalistique. C'est des fonds qui achètent, une firme agroalimentaire ou que sais-je. Donc moi, je tiens, et je crois que les Français tiennent à l'agriculture familiale, mais ça demande une politique particulière. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que rien que vous prenez le droit humain fondamental de manger de façon suffisante et saine avec une agriculture qui respecte le vivant, rien que ça, c'est révolutionnaire, en vérité. Parce que ça demande d'abord de mettre à bas tous les accords de libre-échange, d'avoir un protectionnisme quand même. Donc ça demande aussi de mettre à bas l'Europe néolibérale, en fait. On pouvait donc pas à l'inverse, on ne peut plus exporter. Alors on sait qu'on était balance commerciale agricole excédentaire pendant des années, qui a permis de nourrir un peu la France aussi. Il ne s'agit pas d'être en autarcie, mais là, le problème, vous savez que c'est la première année depuis 50 ans que la France devient déficitaire en produits agroalimentaires. Enfin, ça y est, nous qui étions le grenier agricole de l'Europe... Elle y est depuis longtemps, parce qu'en fait, elle est tenue par 2 productions. Le poulet, c'est déjà plus longtemps. Le vin, en fait. En valeur. Vin et puis un peu. Parce que sans le vin, ça fait très longtemps qu'on importe Internet, vous avez raison. Mais souveraineté alimentaire avec libre-échangisme européen et prix bas, ça ne peut pas marcher. Alors j'y arrive.
Parce que c'est là que c'est, pour moi, révolutionnaire. Ça demande de revoir toute la politique. D'ailleurs, à la France Insoumise, ils ont dit tout le programme et rien que le programme, mais c'est pas. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas par dogme, en fait. Je vais vous expliquer. Rien que pour ça. Se nourrir de façon suffisante et saine. Je vais vous montrer. Il faut faire du protectionnisme solidaire, ce qui veut dire mettre à bas les accords de libre-échange et même le libre-échangisme total européen, parce que sinon, on va continuer à avoir des tomates très bas prix. On sait que derrière ces accords de libre-échange, il y a d'autres enjeux qui se jouent. Alors j'y arrive. Ensuite, il faut travailler le fait que les agriculteurs puissent faire une bifurcation vers une agriculture économe et autonome, notamment parce que le prix de l'énergie devient de plus en plus important, les engrais azotés, etc., sont de plus en plus chers. Et donc, il faut aller vers de l'agroécologie. Donc, il faut refaire un contrat avec les agriculteurs. On vous protège, mais vous bifurquez. Vous faites de la transition. Et pour ça, on vous donne les moyens. Donc, c'est un contrat avec, par exemple, sur 5 ans, on leur donne des aides pour soit aller vers le bio ou de l'agroécologie, en tout cas. Ça, c'est au niveau de l'offre. Et au niveau de la demande, vous avez raison, c'est comment on fait pour, quand on n'a pas assez de pouvoir d'achat pour tout ça, parce que ça coûterait un peu plus cher. Et bien ça veut dire aussi qu'il faut revoir la répartition des richesses. Ça veut dire qu'il faut un SMIC non pas à 1 400 € comme aujourd'hui, mais à 1 600, 1 700 € pour que les gens puissent vivre dignement de leur travail, qu'il puisse y avoir une garantie de l'emploi, qu'il puisse y avoir des minima sociaux qui permettent de se nourrir. Madame la députée, mais ça c'est dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'on voudrait tous, évidemment. Et c'est ce qu'on espère. Mais pour tous les gens qui nous regardent, là, c'est très concret. Qui vous écoutent. C'est très concret. C'est le programme, par ailleurs, de la France Insoumise. Mais non, parce que la transition qui la finance, la transition agroécologique permet à terme de relier rendement et économie. Mais du coup, comment on subventionne cette transition et d'où sortent les sous? Dans un pays en crise, de surcroît. Alors déjà, parce qu'on ne prend jamais en compte les coûts totaux de tout ça, notamment les coûts pour la santé. C'est-à-dire que là, vous avez d'ailleurs une dégradation à vitesse grand V de la santé liée aux pesticides. C'est pas pour rien qu'il y a eu beaucoup de médecins, de sociétés savantes et médicales qui sont montés au créneau contre la fameuse loi Duplon qui voulait réautoriser un pesticide, d'accord ? Oui, bien sûr. Parce que vous savez que vous avez 30% en plus de cancer chez les enfants depuis 20 ans et que les scientifiques, des médecins disent mais il y a un lien. Pas direct. Pas direct, mais là pour le coup on arrive sur un sujet. On peut en discuter, mais ce qui est certain c'est que il y a toute la société de cancérologie qui le dit, toute la société d'hématologie, etc. Alors, vous pouvez trouver un ou deux cancérologues, ce que sont allés faire les macronistes, ils en ont trouvé un pour dire le contraire, mais quand vous avez toute la société qui dit ça, de cancérologie, plus le conseil scientifique du CNRS, plus l'ordre des médecins lui-même, d'accord, plus la Ligue nationale contre le cancer, tout ça dit attention, stop. Sur les pesticides, on est en train de dégrader la santé humaine. Et donc déjà, il y a ces coûts de la santé qui seront évités. Et c'est énorme, y compris pour la sécurité sociale. Et pour revenir à la demande quand même, parce que, somme toute, il faut que d'un côté, il y ait une demande. On a l'exemple du bio. En 2019, quand la Commission européenne a montré un marché en disant finalement il faut 25% de la surface agricole utile en bio. La bio aujourd'hui, c'est 6% de la consommation alimentaire. Et donc, on a montré un marché qui n'existait pas aux agriculteurs. Et beaucoup d'agriculteurs se sont convertis pour les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils se déconvertissent parce qu'en face, le marché n'existe pas. Il y a un levier pour moi qui est très important, qui est celui de la restauration collective et particulièrement de la cantine. Moi, je considère que tous les enfants en France, tous, quelle que soit la classe sociale, c'est 11 milliards de repas, devraient manger au moins une fois par jour bio. Ouais, mais pour j'aimerais tous. Et donc, on en revient au coût. Il y a plein de villes qui le font, justement pas assez. Et ça peut être un énorme levier de débouché pour les agriculteurs en bio. Parce que si vous leur dites, demain, si le gouvernement, et nous-mêmes, si on votait cette loi, on dit, voilà, on va aider toutes les communes par une aide spécifique, toutes les communes qui s'engagent à, dans 5 ans, avoir du 100% bio local, je peux vous dire que Madame pour la tous députée, nos agriculteurs, le sujet clé, c'est comment hein. Mais tout ça, effectivement, ce sont de louables intentions, mais la question de comment on le finance. Vous me permettez d'intégrer un mot que je n'ai pas encore émis, qui est la planification agroécologique. Planification écologique tout court, simplement. Qui est le fait de prévoir sur 5 ans, sur 10 ans, la façon dont on va faire monter tout ça en puissance. Parce qu'effectivement, on ne va pas dire du jour au lendemain, on arrête d'importer, par exemple... C'est un peu la musique qu'on entend quand même, à chaque fois. On arrête l'acétamipride. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, l'acétamipride. Les noisettes, il se trouve que 95% de nos noisettes sont importées et elles sont blindées d'acétamipride. D'accord ? Donc
Et moi, je pense qu'il faut absolument l'interdire sur le sol français. On bloque. Mais il faut absolument interdire progressivement les importations et faire monter en puissance la filière noisette sans acétamipride, parce qu'il n'y a que 300 producteurs en France, pour qu'elle puisse être réellement en mesure, par exemple, d'aller approvisionner les usines de Nutella. D'accord. Voilà. Donc tout ça se planifie. On n'est pas là à dire du jour au lendemain, on fera ça. Du coup, on peut aussi planifier qu'on arrête maintenant les importations. Après, on peut se dire, on le fait dans 5 ans, le temps que tout le monde se prépare et tout. Mais je vous rejoins totalement. Et pour finir, c'est là qu'on fait de la macro générale, on est obligé. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes professeur d'économie, donc c'est très bien. Ils sont d'accord tous les deux, JB et Madame la députée. On se dit le droit à l'alimentation suffisant c'est bateau. Et en fait, à partir de là, il faut financer. Et puis là, c'est une révolution fiscale qu'il faut aussi. C'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Il y a beaucoup de choses quand même, Madame la députée. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses. À partir de là, en fait, ça vous fait dire que c'est compliqué de changer un tout petit bout. On est obligé de changer globalement un système politique. Ouais. Vous donnez le sentiment de véhiculer une image d'agriculteur pollueur et je trouve que nos agriculteurs français, ils ne méritent pas ça non plus. Alors, j'y arrive parce que par ailleurs... Je vous remercie d'ailleurs pour la peine. J'y arrive parce que on a du mal à vous situer par rapport aux agriculteurs. Je travaille constamment et quotidiennement avec des organisations agricoles, pas que la Confédération paysanne ou la Fédération d'agriculture biologique. Par exemple, sur la loi du pain, on a bossé avec les apiculteurs. Ça m'arrive de bosser, y compris avec des gens de la coordination rurale ou de la FDSEA. Donc j'en vois tout le temps des agriculteurs. Vous savez que la plupart des agriculteurs me disent, mais nous, on est prêts à la transition écologique. C'est vrai. On est prêts. Vous savez ce qu'ils me disent ? Ils me disent, on a de plus en plus de mal à pouvoir le faire. De plus en plus de mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concurrence de plus en plus brutale. D'accord ? Premièrement. Deuxièmement, il y a de moins en moins d'aides. Dans le dernier budget, je suis désolée, le gouvernement, il a coupé les aides, par exemple, au programme pour aider les agriculteurs à baisser les pesticides. Il y a des aides à l'agriculture biologique qui ont été supprimées. Donc, on dit aux agriculteurs, faites de la transition écologique, et on leur donne de moins en moins les moyens. Donc, il y a un problème. C'est le marché qui doit nous payer. En fait, moi, je suis pas né pour ni empoisonner les gens, ni demander des aides à chaque fois. Il faut que le marché paye. Donc ça veut dire qu'en bio, le marché doit payer. En agroécologie, si je fais des efforts sur un blé qui a moins de poids de produits dessus, ça, il doit être payé. Et c'est quelques centimes sur la baguette de pain. Tu vois. On ne va pas dire à chaque fois, parce qu'il y a 20% des gens en France qui ne sont pas capables de payer, on ne peut pas le faire. On ne peut pas tirer vers le bas. Parce qu'on a 30% aujourd'hui de la population qui est en précarité alimentaire, donc 9 à 10 millions de ménages sur 31, qui ont déjà du mal à se nourrir. Ah oui. Quant à acheter de la bio, moi, je suis d'accord avec toi, compliqué. Olivier. Non, mais Olivier, je suis d'accord avec toi. Mais je connais... Enfin, je ne voudrais pas faire de l'analyse de bar quand je dis ça, mais c'est quand même une question de priorité malgré tout. Et oui. Moi, je connais aussi des gens qui n'ont pas les moyens, qui vont chez le boucher, qui vont chez l'agriculteur. Et alors, dans le milieu de Paris, c'est plus compliqué, ce que je veux dire. Mais ouais, ils ne partent pas en vacances. Alors, si on dit qu'on a besoin de bien manger, de partir en vacances, de voir le smartphone, d'être sur Netflix et compagnie, c'est vrai que tu n'y arrives pas. Alors, attends, mais la base de la base, effectivement, c'est de bien manger parce que c'est la santé. Moi, d'abord, je voudrais revenir vers ce que vous dites. Et moi, je suis d'accord avec ça. Il faut des prix, pas des primes. Ça veut dire qu'il faut réguler les marges de la grande transformation et de la grande distribution. Nous, on avait fait une proposition de loi. Elle n'est pas passée à quelques voix près en niche parlementaire de la France Insoumise. Il y a 2 ans, on avait proposé le plafonnement des marges de la grande transformation et de la grande distribution sur les produits alimentaires. Malheureusement, ce n'est pas passé. Et deuxièmement, il faut que les gens puissent acheter vos produits. J'imagine que si vous avez des bons produits, sains, etc., vous voulez que les gens puissent l'acheter. Or, ça a été dit, il y a 1 personne sur 8, et c'est de pire en pire. Désolé, mais les chiffres de Crédoc sont très clairs. Il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à s'acheter suffisamment, je ne parle même pas sainement, suffisamment de produits pour se nourrir. Moi, ce que je vois, quand même, il faut avoir une idée. Moi, dans ma circo, alors je suis en Seine-Saint-Denis, il faut voir qu'il y a des profs qui me disent, mais moi, je suis obligée de donner des pommes aux élèves pour qu'ils tiennent le coup parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller à la cantine. C'est là qu'on voit que l'équation, elle est très dure à résoudre. Madame la députée. Mais il y a de l'argent. On est la 5e puissance économique du monde. Il y a des inégalités. Il y a des inégalités de richesse hallucinantes. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France. Il n'y a jamais eu autant de richesses concentrées dans les mains de quelques-uns. Il y a un moment, cet argent, il se répartit. Sans aller jusqu'au milliardaire, Madame la députée. C'est important parce qu'il est là, l'argent. Vous me demandiez l'argent où on va le chercher, il est là. Mais il y a une réalité, c'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui le revenu disponible des Français et son utilisation, effectivement, la consommation alimentaire a régressé. Vous savez au profit de quoi? De l'immobilier. Exactement.
Et donc, De l'immobilier. de l'immobilier. Ah, voilà, on Et des- paye. L'immobilier pèse Voilà. aujourd'hui Des transports. 35%. Et donc il y a des du rentes revenu immobilières disponible. hallucinantes pour des méga propriétaires. Mais ça veut dire que les et faits sont puis, têtus. voilà. C'est-à-dire que les faits sont Votre têtus. grand et ennemi, que c'est les rentiers de l'immobilier. l'agriculture hein. restera toujours la variable. Facile, On verra. c'est peut-être un peu Non, facile. ça. c'est un peu provocateur, Allez. mais par ailleurs, c'est aux politiques de régler ça. Il y a quand même un sujet qu'on entend, c'est de la restauration collective. Il y a une incohérence de propos entre faut faire, faut faciliter. Quand on revient sur les territoires, allons à la cantine de l'Assemblée, allons dans la cantine des ministères. Tous ces gars-là, déjà, doivent montrer l'exemple. Et on ne le montre Et- pas pour l'instant, et- malheureusement. Et nous, on a fait une demande d'ailleurs, qu'il y ait du bio local partout. Il n'y a pas que le bio. Eh ben voilà, pas que le vous, bio. vous Mais reviendrez si nous vous en alliez parler. dans ce sens-là. Merci, Mais pas que là aussi, hein, dans les Jean-Baptiste, prisons, dans les Madame hôpitaux, dans les Trouvé. maisons de Il n'y a retraite, pas tout que le le monde bio devrait, dans la vie, voilà. même si on aurait très envie d'en manger. Mais en tout cas, merci d'être venu partager avec nous vos idées. Merci pour vos réactions.